Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast de l'Institut régional d'administration de Lille et de la préfecture des Hauts-de-France. Je suis Isabelle Bonnet-Muret et je vous présente une rencontre organisée dans le cadre du parcours de formation que j'anime, intitulé « Vers l'égalité professionnelle, osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière ». Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'accueillir Madame Fabienne de Cotigny, secrétaire générale de la préfecture du Nord et sous-préfète de l'arrondissement de Lille, pour un échange inspirant avec les participantes du programme. Cécile Paranut, directrice de l'IRA de Lille, va nous présenter ce parcours en quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Madame la secrétaire générale, je souhaitais tout d'abord vous remercier sincèrement d'avoir bien voulu accepter de témoigner dans le cadre de ce parcours dédié à l'égalité professionnelle que l'IRA de Lille a conçu en partenariat avec les préfectures de région Hauts-de-France, Normandie et Île-de-France. Ce parcours a été lauréat du Fonds pour l'égalité professionnelle et nous en sommes à la 2e édition. Son objectif est de permettre à des femmes cadres de la fonction publique de favoriser leur évolution professionnelle en travaillant notamment sur la levée des freins qui entravent souvent leur parcours. Dans les Hauts-de-France, 10 femmes cadres de la fonction publique suivent ce parcours. Pour cette séquence dédiée au témoignage d'une femme inspirante, nous avons choisi de le réaliser sous la forme d'un podcast afin qu'il profite à un public que nous espérons nombreux. Je suis Karima Carcourt, secrétaire auprès du président du tribunal judiciaire de Lille. Tout d'abord, bienvenue, je suis ravie, tout comme mes collègues, de vous interviewer aujourd'hui au travers de ce podcast. Ancien élève de l'IRA de Lyon, vous avez intégré le corps préfectoral. Petite fille déjà, pleine d'ambition, vous vouliez devenir astronaute ou préfète. Pourtant, rien ne vous prédestinait à le devenir. Originaire de Tourcoing, d'une classe modeste, vous n'imaginiez pas atteindre des fonctions à haute responsabilité. Vous avez toujours eu l'envie de progresser et aimer les responsabilités. Quand vous aimez ce que vous le faites pleinement. L'État incarne pour vous une dimension d'égalité et d'équité. Et les concitoyens sont au cœur de vos actions. Actrice de votre carrière, vous avez su saisir les opportunités qui se sont présentées à vous. Vous êtes notre femme inspirante du jour. Merci Madame de Cotigny d'être présente pour répondre à nos questions. C'est important de partager des expériences, de les donner à connaître à des personnes qui sont au début de leur carrière et qui peuvent se poser des questions, avoir des doutes, des ambiguïtés. J'en ai eu et je crois que quand on peut échanger avec quelqu'un qui est passé avant et se dire voilà comment elle a fait, voilà les solutions qu'elle a trouvées, on peut être inspiré et se dire moi je vais faire à ma manière, mais il y a un moyen de le faire. Donc voilà pourquoi j'ai accepté votre invitation aujourd'hui. Je suis Elsa Dieva, responsable de l'insertion professionnelle à Sciences Po Lille. Et en fait, notre première question était, en tant que secrétaire générale de la préfecture du Nord et sous-préfète de l'arrondissement de Lille, nous aurions aimé savoir quel est votre rôle au quotidien. Alors, mon rôle au quotidien, il est assez vaste, et donc je vais essayer d'être synthétique. C'est d'abord et avant tout de mettre en œuvre sur le département du Nord les politiques publiques qui sont aujourd'hui portées. Mettre en œuvre les politiques publiques, ça veut dire tout simplement être en lien avec les personnes qui font les territoires, les élus, tous les partenaires, les associations, et pour que toutes les politiques qu'on essaye de mettre en œuvre puissent fonctionner, il faut de la coordination, il faut de l'animation. Donc moi j'anime, je coordonne et bien évidemment j'ai aussi un rôle de contrôle puisque l'État a une dimension régalienne importante, mais j'insiste sur la coordination, l'animation pour que les territoires progressent. C'est ça mon rôle, ça c'est secrétaire général du Nord et puis après vous avez sous-préfète de l'arrondissement de Lille, c'est-à-dire que toutes les politiques que je mets en œuvre pour le département, j'ai une attention particulière pour l'arrondissement de Lille et étant sous-préfète de cet arrondissement. Et est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous anime dans vos fonctions ?
Ce qui m'anime dans mes fonctions, alors elles sont c'est assez variées et heureusement c'est en fonction de chaque journée me dire que je vais contribuer aujourd'hui à faire avancer les citoyens du département du Nord, à faire progresser le territoire, à faire en sorte qu'ils fassent bon y vivre à la limite bien évidemment de ce qui est dans mes compétences, à représenter l'État pour que mes concitoyens comprennent mieux l'action de l'État, parce que je crois que ce que j'ai envie, c'est de montrer à voir ce que fait l'État, montrer à voir ce qu'il met en œuvre pour faire progresser le territoire, et donc ça tous les matins, c'est quelque chose qui me donne envie, et d'associer mes équipes, parce que on parle de moi, mais secrétaire général, sous-préfète d'arrondissement, on est là avec des équipes, avec des partenaires, et c'est vrai que d'entraîner les gens dans une politique, entraîner les gens dans un projet, c'est extrêmement motivant. Donc voilà, moi tous les matins, c'est un peu renouveler ça et me dire que quand je me couche le soir, j'ai fait quelque chose un grain de sable, même parfois moins qu'un grain de sable, mais qui fait progresser les choses. Merci. Et en quelques mots, est-ce que vous pourriez préciser en fait ce qui vous a attiré dans ce poste ? Alors, vous savez, quand on est membre du corps préfectoral, on n'est pas, c'est pas nous qui choisissons notre poste. Donc, attiré dans ce poste, je pourrais pas vous dire. On m'a proposé d'être secrétaire générale de la préfecture du Nord et j'en ai été très honorée et j'ai été nommée. Donc, ce n'est pas donc, ce qui m'a attirée, je peux vous dire maintenant ce qui m'y plaît, mais je peux pas vous dire que j'ai demandé ce poste. Après, on peut demander des fonctions. Secrétaire général, moi, ce que j'aime dans la fonction de secrétaire général, c'est bien évidemment la dimension départementale que vous pouvez embrasser, et c'est cet aspect, ça va être redondant avec ce que je vous ai dit précédemment, mais de coordination et d'animation qui est très fort, qui est au cœur. Voilà. Donc, c'est sur la fonction qui m'a attirée avant de ce poste-là précisément. Étant originaire de Tourcoing, vous l'avez dit dans la présentation, je ne pensais même pas un jour avoir la chance d'être secrétaire générale de la préfecture du Nord. Virginie Banco, adjointe à la chef du bureau budgétaire régional au secrétariat général pour les affaires régionales des Hauts-de-France. Pour continuer sur votre parcours professionnel, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez un fil conducteur dans votre carrière ? Mon parcours, il est en 2 temps, comme vous avez pu peut-être le voir dans les différents CV. J'ai d'abord fait vraiment 11 ans au ministère de la Santé, avec toutes ses compétences, avant de passer ensuite au ministère de l'Intérieur. Et très sincèrement, j'ai toujours, quand j'ai voulu travailler dans la fonction publique, d'abord c'est un choix, je voulais travailler dans la fonction publique et je voulais servir l'État. Pour moi, l'État représente vraiment quelque chose, représente des valeurs et ces valeurs, elles me correspondent. Et donc, mon fil conducteur, c'est servir l'État, travailler pour l'État dans sa dimension non pas désincarnée, mais bien dans sa dimension de protection de nos concitoyens, de faire avancer les territoires, de faire avancer les politiques pour les concitoyens. Les concitoyens, vous les appelez comme vous voulez. Je les appelais patients quand j'étais au ministère de la Santé. Je les appelais malades. Ensuite, quand vous passez au ministère de l'Intérieur, vous allez, ça va être plus les élus, ça va plus être les associations, mais ça va être l'usager du service public, tout simplement, et qui est au cœur. Donc, c'est vraiment ça mon fil conducteur. Servir l'État dans la dimension qu'il a de servir nos concitoyens et de les faire, de leur donner le cadre le plus positif possible pour qu'ils puissent s'épanouir. Quel a été votre tout premier poste ? Alors, mon tout premier poste au sortir de l'IRA, comme de l'IRA de Lyon, j'ai travaillé à la direction des populations et des migrations, donc au service des naturalisations. Alors, à l'époque, ça appartenait au ministère dit des Affaires sociales, donc ministère de la Santé. Et donc, pendant 3 ans, j'étais à Rezé, près de Nantes, et j'ai traité. Alors, c'était une fonction qui, je ne suis pas sûre, a survécu, de réviseur. Alors aujourd'hui, on dirait au féminin réviseuse, je suppose. C'est-à-dire que vous avez des gens qui instruisent les dossiers de naturalisation, les personnes qui souhaitent devenir français, et vous
contrôlez, vous vérifiez le travail fait par vos rédacteurs. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, je crois. Voilà, donc ça m'a permis de voir la politique des naturalisations, de voir parce qu'on a eu un changement de majorité entre-temps, donc de voir aussi la dimension politique que pouvait porter ces thématiques et d'être dans une posture qui m'a beaucoup intéressée. Le droit des étrangers est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment au cœur de mes préoccupations. Donc c'était particulièrement enrichissant. Et puis déjà quand vous sortez de l'IRAC, vous avez une équipe de 10 à 15 personnes qui sont astreintes à faire, alors à l'époque c'était 13 dossiers par jour. Alors ça peut paraître peu, mais je vous assure qu'un dossier de naturalisation c'est un dossier complexe. Et vous êtes jeune attaché et vous devez manager des gens qui sont beaucoup plus vieux que vous et qui sont tenus à ce rythme. Et quand ils sont pas à 13, vous devez aller leur dire mais tu pourrais mieux faire, comment on peut faire. C'est une bonne expérience déjà de prise de contact avec le métier d'encadrant. Et donc j'ai beaucoup aimé aussi cette dimension sur ce premier poste. Quel est le plus grand challenge que vous ayez réalisé dans votre carrière? Mon plus gros challenge, c'est une question très très difficile. Je crois que c'est d'intégrer le corps préfectoral. Parce qu'il a fallu que j'arrive à me dire que je pouvais le faire, et qu'il a fallu que je considère que j'étais pas imposteur dans ce poste et que j'avais toute ma place. Et oui, le challenge il est envers moi, c'est-à-dire de me libérer de peut-être mes craintes de ne pas réussir, et de me dire vas-y, tu peux y aller. Donc, prendre sur moi, ça a été certainement la chose la plus difficile. Alors, de ce fait, qu'est-ce qui fait que vous avez surmonté justement le fait de ne pas vous sentir à votre place au départ? Alors, c'est pas surmonter le fait de ne pas me sentir à ma place. C'était d'oser me dire ça va être ma place. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai intégré le corps préfectoral, dans son sens très large, je m'y suis sentie bien. Moi, c'était le fait de passer d'attaché principal, passer le tour extérieur des administrateurs civils à l'époque. C'était intégrer le ministère de l'Intérieur et faire tout ça dans la logique d'un jour être en territoire sous-préfète. Donc c'était de me dire allez vas-y, passe le tour extérieur, c'est fait pour toi, tu n'es pas moins intelligente qu'une autre, tu n'es pas moins bonne professionnelle qu'une autre, me dire c'est le bon moment aussi, parce que tout ça c'est pas si simple. C'était voilà, moi j'ai pas un plan de carrière, j'avais envie de progresser, je sais qu'au bout de 2-3 ans sur un poste j'ai envie de changer, je suis très curieuse, j'ai envie de m'épanouir en embrassant le maximum de choses. Et puis il y a un moment où vous vous dites oui mais est-ce que c'est pour moi, est-ce que je suis capable de décider, est-ce que je suis capable d'arbitrer, et puis vous vous posez toutes ces questions, puis vous vous rendez compte. Alors qu'est-ce qui a fait que j'ai sauté le pas? Plusieurs choses. C'est que dans vos fonctions, vous vous rendez compte que finalement, vous le faites. C'est-à-dire que quand vous êtes attaché principal dans un ministère vous gérez une grosse crise, que vous avez des équipes, vous décidez, vous arbitrez. Et vous vous dites, d'accord, ça j'ai coché la case. Ensuite, vous vous rendez compte que vous avez des équipes, que vous les managez, vous vous rendez compte que vous savez aller en réunion interministérielle pour représenter votre directeur. Donc vous vous dites la représentation ça va, j'ai acquis. C'est mes 11 ans derrière moi qui ont fait que je me suis dit c'est le bon moment. Et après l'autre pan qu'il faut pas négliger, c'est je me suis dit si tu le fais pas maintenant, demain ce sera trop tard, donc il faut que tu saisisses cette chance. Et j'avais vraiment très envie, mais j'ai vraiment passé le tour extérieur en me disant je veux aller au ministère de l'Intérieur, je veux faire ça. Je l'ai pas fait en sortant de l'IRA parce que j'étais vraiment santé et intérieur. Donc j'ai dit je fais d'abord santé et après je ferai intérieur. Voilà, c'est un choix, voilà. C'est peut-être le seul fil conducteur de parcours de carrière que j'avais, c'est-à-dire que je savais que je voulais faire la santé, je savais que je voulais faire l'intérieur. Voilà. Mais simplement, j'ai fait cet ordre-là. Peut-être que, c'est les postes proposés au sortir de l'IRA aussi qui ont fait que ça a fonctionné ainsi. Mais voilà, c'était vraiment de me dire, allez, ton bagage te permet de le faire.
il faut que tu oses le faire. Et puis je crois aussi que j'étais bien accompagnée parce qu'on parle, enfin c'est important de le dire. Moi j'ai un mari qui à côté m'a toujours poussée, accompagnée dans mes démarches. Donc j'ai jamais été, enfin je sais que ça peut arriver parce qu'il savait très bien qu'en passant le tour extérieur j'irais 6 mois à Strasbourg, que ensuite mon but c'était de bouger tous les 2 ans, d'aller en territoire. Et voilà, à côté de moi j'ai eu quelqu'un qui m'a dit vas-y fonce, ça aide. Même si c'est pas lui qui a pris la décision, c'est moi. Il a fallu que le déclic vienne de moi, mais ça aide quand vous avez cette aide à vos côtés. Une dernière chose sur votre parcours, si vous aviez un souvenir à partager, quel serait ce meilleur souvenir? Le meilleur souvenir de mon parcours. Alors c'est assez ingrat comme question parce que j'en ai vraiment beaucoup et je crois que qu'à chaque fois je crois qu'à chaque fois qu'on a des fonctions, enfin en tout cas moi je m'amuse dans mes fonctions. Vraiment moi les meilleurs souvenirs elles sont avec mes équipes. C'est vraiment le lien, ce que je peux créer avec mes équipes. Donc c'est ça va être, c'est tellement nombreux que je vais pas vous répondre. Je suis désolée, mais c'est quand j'étais dans l'Oise, une visite du président de la République qui s'est très très bien passée et qui franchement on a avec les services de police, avec le renseignement territorial, c'est tellement bien passé, nickel. Vous vous dites waouh, ça c'est vraiment bien. Bah après vous buvez un verre entre vous et voilà. Quand j'étais au ministère de la Santé, la bascule sur Chorus. Alors là, vous allez me dire oh là là, trouvez que ça c'est. Mais quand vous vous mettez 2 ans à travailler, à créer une plateforme, que vous devez dire à des personnes qu'elles perdent leur mission, qu'on va les mettre sur une plateforme et que Chorus y s'installe, on a aussi sabré le champagne parce qu'on s'est dit ouais, on y est arrivé. Donc vous voyez, c'est des choses comme ça. À la préfecture de police, la réorganisation de la sous-direction des personnels, ça a été un gros travail et voilà, je suis partie, les textes étaient sortis, la réorganisation s'était mise en œuvre. Voilà, c'est des choses comme ça et là à chaque fois avec les équipes, on se réunit et on se dit on y est arrivé. Cindy Stanek, chargée du contrôle de légalité et du suivi des affaires scolaires au bureau des institutions locales de la préfecture du Nord. Madame la secrétaire générale, après avoir évoqué l'instant présent, je souhaite vous proposer un petit retour mémoriel, un retour vers votre passé afin de mieux comprendre votre histoire. La première question que je souhaite vous poser est quel genre de petite fille étiez-vous ? Faudrait plutôt poser la question à mes parents, mais je vais essayer au travers de ce qu'ils m'ont dit et de ce que je conçois. Alors déjà, j'ai des frères et uniquement des frères. Je suis l'aînée, donc je suis une petite fille qui avait des jeux de petites filles et des jeux de petits garçons. J'ai été élevée à l'égalité avec mes frères. Donc ça, c'est une grande chance. Mes parents ont jamais fait de différence entre une fille ou un garçon. Ils m'ont jamais cantonnée dans des rôles spécifiques. En même temps, j'aimais beaucoup mon rôle de grande sœur. Donc voilà. Donc j'étais une petite fille très curieuse. J'ai tout de suite adoré l'histoire. Dès que j'ai été petite, j'aimais beaucoup lire et en même temps, je jouais au foot avec mes frères et j'ai toujours adoré faire ça. Donc c'est comment vous dire, quelqu'un d'une petite fille assez ouverte, je crois assez joviale, en tout cas de ce qui m'en ressort, pas très problématique, mais voilà, je crois que c'était assez épanoui finalement et avec une mixité d'envie et de possibles. Quel genre de rêve aviez-vous ? Je crois que vous souhaitiez devenir astronaute. Alors, c'est vrai que de ce que je m'en souviens, parce que j'ai certainement eu d'autres rêves plus petites, mais en tout cas le premier, quand on me demandait à l'école ce que je souhaitais faire, astronaute me plaisait beaucoup parce que se détacher, voir la Terre de là-haut, et je trouvais que il y avait une dimension où vous prenez cette distance qui m'attirait, et puis comme j'aimais l'histoire, je voulais voir la Terre de là-haut. Voilà. Ça m'est très vite passé, hein. Karima était très gentille de le souligner, mais ça m'est très vite passé parce que je me suis rendu compte que je suis trop froussarde pour avoir ce genre de fonction. Mais voilà, c'était j'avais envie d'un métier un peu extraordinaire. À un moment, je me suis dit journaliste, mais quand j'étais journaliste, c'était grand reporter, hein. Vous voyez, je me voyais sur les scènes de guerre et faisant des choses vraiment
vraiment extraordinaire. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose. C'était une façon de rêver, peut-être un quotidien qui était classique, qui était pas ennuyeux, mais qui était classique. Et à chaque fois, il fallait qu'il y ait une dimension un peu plus. Je vais rebondir sur justement ces rêves et ces ambitions. On a pu noter que votre vocation a été vraiment très précoce. C'est pas commun de vouloir devenir préfète à 10 ans. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle en a été l'origine ? Alors, je vais pas vous dire que j'ai voulu devenir préfète à 10 ans. C'est à 10 ans, vous êtes en CM2, vous avez un cours d'histoire et j'avais un professeur. À l'époque, prof d'histoire, ça n'existait pas. C'est au collège, l'instituteur donnait les cours d'histoire que j'adorais, mon prof en CM2. Et il nous a présenté l'époque napoléonienne. Alors là, moi, tout de suite, ça a été un déclic. Je sais pas. Moi, j'ai adoré cette période, la Révolution, l'Empire. Et là-dessus, il nous a parlé du métier de préfet. Et je me souviens très bien, dans nos cahiers, on mettait des petites figurines, vous savez, des sortes de tampons pour décorer les cahiers. Et tout simplement, j'ai vu le préfet et je me suis dit, mais ça, c'est un beau métier. Et je me suis dit, c'est un beau métier, mais pour moi, un préfet, c'était dans ma tête de petite fille, c'est comme un président de la République, quoi. Mais c'est un beau métier. Voilà, je me suis dit vraiment ça. Et au fil du temps, quand vous grandissez, quand on commence à vous parler de l'ENA parce que vous n'êtes pas mauvaise en classe et qu'on vous dit peut-être tu devrais réfléchir à l'ENA, tout ça, vous vous dites mais préfet, l'ENA, il y a des logiques, vous voyez. Donc vous vous dites tiens, parce que j'ai une prof de philo qui m'en a parlé et je me dis et donc vous voyez, c'est des réminiscences comme ça. Alors pourquoi ce métier m'a attirée à 10 ans? D'abord parce que c'était l'époque, la création et la représentation de l'État. J'étais déjà après. J'ai une famille où on discute beaucoup de politique et je crois que ça a matché et vraiment ça a été à ce moment-là. Donc voilà, oui c'est en CM2 mais je me suis pas dit pendant 10 ou 15 ans je vais être préfète. Ça ce serait totalement faux. C'est un coup de cœur sur cette fonction effectivement. Et puis après vous l'oubliez ou vous le mettez un peu plus et puis ça ressort à des moments où on vous dit des belles rencontres qui vous font que vous dites tiens, il faudrait quand même que j'y pense. Et votre entourage familial, comment a-t-il réagi justement face à cette ambition, cette volonté de servir l'État? Alors, pour tout vous dire, moi je viens d'une famille où il n'y a pas de fonctionnaire. Donc déjà, c'était pas si simple. L'image du fonctionnaire était peut-être un peu dans ma famille, on va dire, pas la bonne. C'est-à-dire peut-être le fonctionnaire, et nous sommes tous fonctionnaires ici, donc je vais me permettre moi de le dire, paresseux, qui fait juste ses horaires, paperassier. Enfin voilà, c'était un peu l'image qu'avait dans ma famille. Donc servir l'État, ils l'ont pris comme ils prennent beaucoup de mes sujets, c'est-à-dire en m'accompagnant, en me disant mais si c'est ce que tu veux, vas-y. Souvent la phrase de mes parents c'était écoute ton cœur. Donc ils ont toujours été à mes côtés. Donc voilà, c'était eux, ce sont des salariés du privé, du textile. Donc ils connaissent les choses difficiles. Leur fille voulait faire fonctionnaire. Ok, vas-y mais on sait que tu porteras des choses et voilà, le but c'est de pas les décevoir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un modèle inspirant qui vous a guidé, qui vous a appelé en dehors de la figure du préfet? Alors, je peux pas parler de figure inspirante ou alors, si vous prenez ma bibliothèque, vous allez trouver 2 rangées sur... alors, je vais être très classique, mais alors extrêmement classique, et j'en suis navrée, mais sur Napoléon. Moi, c'est vraiment... J'ai fait mon mémoire de maîtrise d'histoire sur le Concordat, ce qu'il a bâti, alors avec toutes les zones sombres dont on pourrait parler sur Napoléon, mais moi, la construction de l'État français accélérée après la Révolution française, moi, c'est vraiment ça qui m'a emportée. Donc, moi, c'était la vision qu'il pouvait avoir, son destin aussi. Voilà, donc je sais pas si c'est une figure inspirante, c'est une figure d'histoire, c'est une figure que beaucoup de monde partage et jamais je me suis dit je vais faire comme Napoléon, bien évidemment. Mais voilà, c'est la personne dont je crois sur lequel j'ai lu le plus d'ouvrages et voilà, ça correspond à ce que je vous disais avant, donc il y a une forme de logique, voilà. Mais pas de figure inspirante, non, je n'en ai pas.
Dans un échange publié dans le journal La Voix du Nord à l'occasion de votre prise de fonction, vous avez indiqué être très fière de vos racines. Et je voulais savoir en quoi ce retour sur vos terres natales était important pour vous. Alors, quand vous prenez des nouvelles fonctions, je crois que tout le monde a envie de réussir dans ses fonctions. Quand on est membre du corps préfectoral, on a en plus une dimension de représentation où on se dit il faut vraiment pas échouer parce qu'on porte la représentation de l'État. Mais alors quand vous êtes nommé dans votre département de naissance, quand vous êtes sous-préfète de l'arrondissement où il y a votre ville de naissance, il y a forcément des enjeux beaucoup plus forts et vous vous dites là où je dois réussir à 100%, je dois réussir à 200% parce que moi j'ai mes parents qui sont toujours ici, j'ai mes frères qui sont ici, j'ai envie de leur montrer que je sais faire des choses. Ensuite parce que tout simplement j'aime ce territoire, je connais son histoire. Comme je vous le disais, Tourcoing, c'est le textile. Je connais tout ce qui s'est passé dans l'industrie textile. Je sais les difficultés. Je sais aussi toutes les ressources qui en sont nées et tout ce qui aujourd'hui émerge pour que ces beaux territoires revoient le jour. Et puis j'ai passé beaucoup d'années à Paris où vous mélangez avec les Bretons, les Auvergnats et c'est merveilleux et moi c'est vraiment ce que j'aime. Mais je me dis je me suis toujours dit très fière d'être nordiste parce que je crois que peut-être on n'est pas assez fier d'être nordiste et c'est quelque chose que moi je revendique sans aucune difficulté, même si je suis avant tout française bien évidemment, c'est ma dimension. Je suis européenne, je suis française, mais après, voilà, je suis née dans le Nord et voilà. Donc, il y a un enjeu supplémentaire qui est affectif, qui est purement affectif. Déborah Bruland, je suis chargée de projet accueil hébergement insertion à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. J'aimerais connaître sur l'échelle de la confiance en soi, de 0 à 5, où vous situez-vous, pourquoi? Confiance en soi. Alors, 0 à 5. Aujourd'hui, donc. On va dire, allez, je vais être honnête, je vous dirais 3,5. On a le droit au ennemi. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai passé le cap de me dire, de trop me dévaloriser, de ne pas avoir assez d'assurance. Ensuite, j'espère ne jamais atteindre 5 parce que je crois qu'il faut avoir confiance en soi, mais faut pas être dans l'excès de confiance en soi. Je crois que c'est toujours bien d'avoir une marge de doute. Donc voilà, c'est le doute, je le mets à 4. Et quand je serai à 4, je serai vraiment très contente de moi. Donc voilà, c'est un peu ma gradation. La confiance en soi, c'est bien. Je trouve que toujours douter, ça fait progresser aussi. Et donc, en tout cas, c'est peut-être parce que moi, je doute beaucoup. Donc, comme peut-être que j'habille ça en me disant que c'est positif, mais je le crois. Je crois vraiment. Donc voilà, donc 3,5, pas loin de 4, mais je dépasserai pas 4. Quel est votre rapport à l'ambition? Alors moi, je trouve ça très positif, l'ambition. Je crois qu'on doit tous avoir de l'ambition. L'ambition, ça veut pas dire écraser les autres. Je crois des fois, on a une mauvaise appréciation de l'ambition. L'ambition, c'est pas écraser son voisin. L'ambition, c'est d'avoir un projet, de se donner les moyens pour l'atteindre, et c'est d'oser. En fait, moi j'aime beaucoup l'audace. Voilà, Danton qui disait de l'audace. Moi, j'aime ça. Je barbe mes fils avec ça. Ils doivent être audacieux, être ambitieux. Ça veut dire avoir des projets et des projets en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Et je crois que c'est quelque chose qui porte. L'ambition, c'est quelque chose qui vous porte, qui vous fait aller devant. Et donc pour moi, c'est quelque chose de positif à partir du moment, encore une fois, où elle écrase pas les autres, où elle est pas au détriment des autres, où elle vous donne pas un côté méprisant par rapport aux autres. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien. Est-ce que vous vous considérez comme une femme de pouvoir? De pouvoir? Non, enfin, je sais pas trop ce que vous mettez derrière l'expression femme de pouvoir. En fait, c'est ça un peu, parce que moi, voilà, bien évidemment, j'ai ma capacité à décider. Je signe des décisions qui font grief sur les personnes quand je refuse telle chose. Donc, bien sûr, si c'est ça être femme de pouvoir, oui, j'ai ce pouvoir de refuser un titre de séjour, de refuser une naturalisation, bien sûr. Mais ce pouvoir, je le détiens que par la délégation qui m'est faite par Monsieur le Préfet, qui lui-même lui est fait par le gouvernement. Donc,
c'est quoi être femme de pouvoir? Oui, je note mes équipes, hein. Enfin, je les note, c'est-à-dire que je les évalue et je leur attribue les primes. Donc c'est une forme de pouvoir. Mais est-ce que c'est ça être une femme de pouvoir? Je sais pas. Après, j'ai pas envie de tout régencer. J'ai pas envie de me lancer dans le débat politique. Je crois que c'est quelque chose de très difficile et donc parce que peut-être que le pouvoir il est là dans ces manettes là. Donc j'ai le pouvoir que me donne ma délégation. Et ça, je l'assume pleinement. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime. J'aime décider et j'aime pouvoir avoir cette marge de capacité à faire. Oui, ce qui aurait pu être intéressant, c'est que vous précisiez, vous, quelle était votre définition du pouvoir. Parce que des fois, c'est connoté négativement. Hein. Ça m'est arrivé de leur poser la question. Et vous, pour vous, c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir... Alors, pour moi, le pouvoir, c'est la capacité à prendre des décisions qui vont faire changer les choses. C'est ça, le pouvoir. Donc, le pouvoir, si on se place dans ma dimension, et ma réponse est un peu dans cette dimension-là, c'est la dimension nationale, c'est le législateur, il a les moyens de prendre les lois et donc de donner des intonations au pays. Donc, le pouvoir, pour moi, il est en lien avec le politique. Ça, c'est la première définition que je donnerais du pouvoir. Après, il y a le pouvoir beaucoup plus administratif. Le pouvoir, c'est la capacité à décider et encore une fois, à imposer sa décision à l'autre. Donc pour moi, ça c'est l'autre forme de pouvoir. Donc celle-là, oui, on l'a, mais toujours de façon déléguée. L'autre, elle est beaucoup plus large. Voilà, mais en vrai, quand on dit à son fils non, tu ne peux pas regarder tel match ce soir parce que demain tu as école, est-ce que c'est juste de l'autorité ou du pouvoir? On pourrait en débattre assez longtemps, mais le pouvoir, on l'exerce aussi dans sa vie de tous les jours. Voilà, et heureusement, et en tant que citoyen, on a tous une capacité, un pouvoir. Donc je crois que c'est une notion très difficile voilà, je vous ai répondu spontanément, mais ce sera à creuser. Quelle est l'importance de l'image dans la vie professionnelle et comment gérez-vous la vôtre? Alors, l'image, elle est capitale. Alors, je vais dire l'image au sens global du terme, hein, pas seulement bien évidemment pas la question du physique, hein, on est bien d'accord, pas de question de beau, belle, c'est pas ça le sujet, c'est l'image telle que vous êtes. Quand vous représentez l'État, vous devez de représenter correctement l'État. C'est pour ça que les membres du corps préfectoral ont un uniforme qui permet justement la gestion d'une image. On le reconnaît, le préfet a son uniforme et c'est l'uniforme qui prévaut. Donc ça, c'est quelque chose d'important. L'image, c'est l'exemplarité aussi dans mes fonctions. On se doit d'être exemplaire quand on est membre du corps préfectoral. Donc l'image, elle est importante. Donc pour moi, elle est vraiment importante. C'est quelque chose auquel on doit faire attention. Faut pas que ce soit l'ultime sujet de la vie, hein. Voilà, c'est un élément important. C'est pas suffisant du tout. C'est pas parce que vous avez une belle image que vous faites bien la fonction pour laquelle vous avez été nommé. Et bien évidemment, c'est absolument pas suffisant. C'est important, c'est pas suffisant. Parce que c'est l'exemplarité. Après, comment je gère la mienne? Je la gère. J'ai toujours essayé d'être moi-même. Donc voilà. Au fil du temps, l'image elle change. Hein, voilà, comme tout le monde. Il faut que je l'accepte. Et puis après, c'est d'être moi-même, d'être correcte dans mes prises de parole, correcte avec les autres, correcte dans mon relationnel. Et puis d'être moi-même. Voilà. Sinon, je cherche pas à me créer une image. Parce que de toute façon, je me fais souvent déborder par moi-même. Donc maintenant, j'ai fini, j'ai dit, tu es toi-même. Et voilà l'image que je renvoie. Donc là, la personne que vous avez en face de vous, c'est vraiment moi. Et c'est pas quelqu'un qui joue le rôle de la personne interviewée. Voilà. Madame de Cotigny, je suis Ingrid Poncy, chargée de mission de transformation numérique à la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. En gravissant les échelons, quelles difficultés avez-vous rencontrées pour concilier votre vie professionnelle et personnelle? Alors, ma difficulté, donc, elle tient à moi, en fait. Ma principale difficulté, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, j'avais pas de parcours de carrière. Je savais juste que je voulais avancer. Et puis, quand j'ai été attachée principale, je me suis dit
Maintenant, il faudrait que tu continues. Et donc, je me suis dit, je vais passer l'ENA en interne. Et puis, par chance, parce que je vais dire par chance, je tombe enceinte en même temps. Donc, vous dire, il y a plein de femmes à qui ça arrive et elles arrivent à faire les deux. Ben moi, non. Là, j'étais enceinte, je me suis comme fermée, pouf, complètement, et c'était bébé. Donc voilà, je me suis complètement recroquevillée sur ce moment-là. Et donc, j'ai quand même laissé passer 2 ans. Vous voyez? Et donc après, je me suis dit, quand mon fils était plus petit, là, il faut quand même que tu fasses quelque chose. Et donc, j'ai passé le tour extérieur des administrateurs civils, ce qui est très bien. Et j'encourage les personnes qui pourront le faire à le faire, parce que vous capitalisez. Alors ça s'appelle plus comme ça, hein, j'en suis bien consciente, mais il y aura des dispositifs similaires. Voilà, ça permet de vous prenez tout votre bagage et vous le mettez au service de l'État de nouveau. Et là, je me suis dit bon ben j'y vais. Mais j'y vais, c'était avec la mauvaise conscience d'avoir mon petit bonhomme qui avait 2 ans et où j'allais aller à Strasbourg pendant 6 mois. Et donc, les seuls freins que j'ai trouvés, c'était moi qui me posais des questions parce que finalement, j'ai su m'organiser. Finalement, je crois pas que mon fils soit totalement névrosé. J'espère même pas du tout, mais bon, ça, c'est l'avenir qui me le dira. Et c'est moi qui me suis mis les freins parce que, voilà, je me suis adaptée. J'ai pas dit que c'était simple. Je crois aussi qu'il faut, quand on dit qu'on s'adapte, c'est quoi? C'est les modes de garde. Les modes de garde, il faut pouvoir les financer, ça j'en ai conscience. C'est l'accompagnement par le conjoint ou la conjointe, qui est quand même quelque chose de très important. Et quand vous avez ces 2 éléments-là, ça aide beaucoup. Ça, j'en suis pleinement consciente. Mais c'était moi qui me mettais des limites, c'est-à-dire que je me disais non, c'est pas possible, je peux pas. Et puis vous vous rendez compte qu'il y a plein de femmes qui arrivent et vous dites mais si, c'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir être enceinte de 5 mois et aller à un examen blanc, ça empêche pas. Moi non, il a fallu que je me dise non, si je suis stressée, le bébé il va être stressé. Et vous voyez, c'était plutôt un petit peu ce genre de situation. Est-ce que vous avez également eu d'autres soutiens, peut-être plus dans la sphère aussi professionnelle? Non. Alors là, je m'en tire. Alors, si, il y a quand même au ministère de la Santé, excusez-moi, au ministère de la Santé, nous avions une crèche intégrée, c'est-à-dire que les personnels du ministère avaient une crèche. Ensuite, il y avait un jardin d'enfants, et j'ai bénéficié aussi bien de la crèche que du jardin d'enfants. Donc, de ce point de vue-là, c'est des structures qui ont beaucoup aidé parce que vous avez vos enfants. Moi, mes 2 fils étaient sur la crèche, étaient au rez-de-chaussée, et moi, je travaillais alors, j'ai bougé, mais 4, 5, 6, avenue de Ségur. C'était énorme. Si, vous avez raison. Ça, les structures, c'est très important. Parvenez-vous à trouver du temps pour vous? Je vais vous répondre non. C'est-à-dire que vraiment, les fonctions que j'occupe sont très prenantes. C'est des fonctions qui demandent beaucoup d'endurance, beaucoup de disponibilité. Mais c'est un tort. Attention, c'est un tort. J'ai été nommée il y a 5 mois aussi. Donc, quand vous êtes nommée récemment, quand vous avez, on l'a dit, un enjeu à bien réussir, au début, vous êtes un peu prise totalement là-dedans. Et donc, pour l'instant, je me consacre à 100% à mon travail. Et le temps que je dégage, je le passe avec mes fils. Voilà. Donc, moi, là-dedans, c'est le plaisir de retrouver mes enfants. Donc, pour l'instant, ça se résume à ça, mais sinon mes centres d'intérêt, je les trouverai et j'en ai 2 principaux, vous l'avez compris, c'est l'histoire et le théâtre. Donc j'espère un jour pouvoir raccrocher avec l'un ou avec l'autre. Avez-vous déjà eu envie de complètement changer de vie? Non, j'aime ce que je fais et je m'y sens bien. Donc non, j'ai envie de progresser, mais changer de vie, non. Considérez-vous aujourd'hui avoir atteint un certain équilibre? Non, mais je sais pas ce que c'est que l'équilibre en fait. Anne Wattel, je travaille au rectorat de Lille et je suis donc adjointe au chef du bureau de l'encadrement du DEPA. Je voulais savoir si vous pouvez nous indiquer si durant votre carrière, vous avez été confrontée au plafond de verre. Alors, si je l'ai été, je m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire que j'ai jamais eu plafond de verre pour les femmes. On est bien d'accord, on parle bien pour les femmes. J'ai jamais eu cette sensation que mon statut de femme me freinait dans mes évolutions. Je suis peut-être un mauvais exemple pour votre démonstration aujourd'hui, mais je l'ai pas eu cette sensation.
enfin, il est évident que quand vous prenez des congés maternité, vous êtes moins présente pendant un moment, et donc s'il y a des belles opportunités de poste, elles vous passent sous le nez, donc peut-être que vous progressez moins vite. Il y a aussi le fait que, voilà, en fonction de l'agencement de vie privée, vie professionnelle, si, comme je vous l'ai dit, il y a des moments où vous vous centrez plus sur la maternité, vous ralentissez. Mais vraiment le plafond de verre, c'est-à-dire qu'on m'oppose de ne pas être nommée à un poste du fait d'être une femme, non, je ne l'ai jamais rencontré, ou je n'en suis pas consciente, parce que je crois que le plafond de verre, on n'en est pas toujours consciente. C'est, voilà, vous avez les nominations. Alors, c'est particulièrement au ministère de l'Intérieur, parce que les nominations au ministère de l'Intérieur, c'est pas, vous candidatez pas vraiment, ce sont des nominations. Donc, mais en tout cas, si aujourd'hui je suis au poste que j'occupe, ça démontre bien qu'au ministère de l'Intérieur, il n'existe pas ce plafond de verre. Et donc non, je ne l'ai jamais ressenti. Je voulais également savoir si vous aviez rencontré des obstacles durant votre parcours. Des obstacles, encore une fois, c'est les obstacles que je me suis donné moi. C'est-à-dire mes limites, ce que j'imaginais être mes limites, ce que j'imaginais être mes contraintes. Ça, oui, mais c'était vraiment moi qui me les posais. J'ai jamais eu de chef de service qui m'ait retenu sur un poste quand j'ai fait une demande de mobilité. J'ai jamais eu de chef de service avec qui je ne sois pas entendue. J'ai peut-être beaucoup de chance, ou alors j'ai fait en sorte que ça se passe bien, je ne sais pas. Mais j'ai pas eu d'obstacle de ce genre. Des difficultés, oui, c'est ça, on en a tous. Mais des obstacles en tant que tels, non. Le principal obstacle, c'était moi. Quel a été votre plus grand frein durant votre carrière ? Les limites que je me posais. Et mon sentiment de me dire, est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Est-ce que tu es vraiment capable? Voilà, se poser cette question alors que tout est au vert et il y a que vous qui vous dites, est-ce que vraiment j'en suis capable? Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous posez des questions à ce sujet-là? Est-ce que vous avez encore un sentiment d'illégitimité parfois? Alors, oui. Il y a encore des moments où je me dis oui, parce que je suis quelqu'un qui doute tout le temps. Donc j'ai pas, et sinon j'aurais répondu à madame que j'étais en confiance en soi à 5 sur 5. Donc oui, je me pose toujours cette question, je me la pose moins. Et puis il y a l'expérience, il y a l'accompagnement des équipes, il y a la dynamique, mais bien sûr je me la pose tout le temps. Et je crois que je me poserai tout le temps cette question parce que pour moi c'est pas naturel, c'est pas, vous voyez, c'est quelque chose que je dois travailler. Mais aujourd'hui, être là aujourd'hui, pour moi je le dois à mon travail, pas, j'allais dire pas à moi. Mais moi c'est mon travail, mais vous voyez, c'est vraiment ça, c'est mon travail, c'est pas ma personne, c'est mon travail. Et je suis vraiment sur mon travail fait que je progresse, mon travail fait ceci. Et alors qu'il y a moi derrière. Et donc se dire, ça peut paraître abstrait de dissocier les deux, mais c'est vraiment ça. Je suis quelqu'un qui considère progresser par son travail. Et je considère bien travailler, bien m'engager. Et puis il y a le moi et me dire, mais est-ce que toi c'est vraiment ça? Vous voyez, c'est un peu entre la valeur professionnelle et la valeur de la personne, où je me pose toujours ces questions, et je crois que je me les poserai très très longtemps. Oui, on a étudié le syndrome de l'imposture ensemble et on s'est rendu compte que les femmes avaient tendance souvent à externaliser leur réussite en disant c'est grâce à l'extérieur, c'est grâce à mon travail, et à internaliser plus facilement les échecs. Si j'ai raté, c'est parce que j'ai pas, je suis nulle, etc. Et donc on apprend ensemble à se féliciter quand on réussit et se dire que quand on réussit, c'est aussi grâce à soi. Y a-t-il des opportunités professionnelles que vous avez déclinées, et si oui, pourquoi? Alors, il y en a plusieurs. Alors, généralement, quand on me propose une opportunité, j'y vais. Parce que, comme encore une fois, j'ai pas de parcours. Donc, moi, on me propose quelque chose. Si ça me plaît bien, j'y vais. Alors, on m'a proposé d'aller à la Caisse des dépôts et consignations. Alors, en plus... pour les personnes qui connaissent un petit peu, on se dit waouh, jackpot. C'était un poste qui était intéressant, mais simplement il m'éloignait alors à l'époque, c'était vraiment central à Paris,
Et c'était pour mettre en place, vous savez, la retraite additionnelle pour les fonctionnaires. Donc c'était bien, c'était à monter, enfin c'est exactement ce qui me correspond, à monter une structure, monter un dispositif, enfin à le mettre en place. C'était dans l'équipe, c'était pas être pilote du sujet. Et en fait, je me suis dit, mais si je fais ça, je vais m'enfermer dans une nouvelle logique, une nouvelle structure, et j'irai pas sur le territoire. Et là, j'avais vraiment, c'était au bout de 10 ans, c'était juste avant que j'aille à l'IGAS sur la mission d'audit. Et je me suis dit, mais si je fais ça, je décroche de mon envie un jour d'aller au ministère de l'Intérieur, parce que je me serais enfermée dans de la structuration de projets, des choses intéressantes, mais j'aurais pas cranté cette dimension territoriale. Donc voilà pourquoi j'ai refusé. Vous avez parlé de l'IGAS pour les auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas. Alors, Inspection Générale des Affaires Sociales. En fait, j'ai fait 11 ans au ministère de la Santé, 10 ans au ministère de la Santé et 1 an où j'étais rattachée à l'IGAS quand on a mis en place la mission d'audit interne. Parce que vous savez que c'était une grande réforme de créer des missions d'audit interne à côté des inspections, adossées aux inspections, pour que des auditeurs puissent venir voir les process et améliorer et accompagner l'administration dans la mise en œuvre de ces process. Donc voilà, donc c'était à ce moment-là. Avez-vous déjà été confronté à des comportements discriminants, voire à du sexisme? À des propos sexistes, oui. Ça, oui. Souvent dit par des collègues qui, en me disant, oui, mais avec toi, ça va, on peut, parce que tu le prendras pas mal. Souvent sous le biais de la plaisanterie. Et c'est vrai que j'ai toujours, quand c'est comme ça, j'ai plutôt une attitude neutre. C'est-à-dire que je vais pas être à signaler qu'elle est sexiste ou qu'elle l'est pas. Vous savez, la blague un peu complètement déplacée qui arrive sans objet, mais juste parce que vous êtes une nana. Oui, bien sûr, ça je l'ai connu. Maintenant, pas des attitudes sexistes, non. Ça, j'ai pas connu, mais voilà, des propos qui peuvent parfois vous gêner. Ma réaction a toujours été de rester très neutre, très fermée sur le sujet, et de montrer mon indifférence. C'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, c'est toujours comme ça que j'ai réagi. Mais alors, attention, c'était pas mon quotidien du tout. Et pour les personnes qui nous écoutent, c'est absolument pas le quotidien dans la fonction publique, en tout cas pas de mon parcours, pas de ce que j'ai connu, et heureusement. Avez-vous connu des échecs? Si oui, qu'en retirez-vous? Alors, mes échecs, ce que j'en retire, c'est d'abord avant d'intégrer l'IRA, j'ai passé l'ENA. Vous savez, de façon très classique, j'ai passé l'ENA, j'ai passé l'IRA. J'ai pas eu l'ENA, j'ai eu les IRA. J'étais très contente d'avoir les IRA, mais c'était quand même un échec de pas avoir l'ENA. Ensuite, il m'est arrivé bien évidemment d'échouer dans certaines choses. Qu'est-ce que je retire de mes échecs en fait? Est-ce que j'ai une bonne culture de l'échec pour que l'échec me permette de rebondir? Je sais pas bien ce que j'en retire. Généralement, c'est comme tout le monde, je suis un peu imbattue pendant un moment, puis après la vague elle remonte et puis je me dis bon allez, maintenant tu passes à autre chose et tu te débrouilles pour faire mieux la prochaine fois. Donc voilà, je les vis comme ça. Les différents échecs que je peux avoir aussi dans ma vie privée, parce que j'en ai bien évidemment comme tout le monde, plutôt l'envie de recommencer et de faire mieux la prochaine fois. Cécile Avnigzac, chargée de mission innovation et modernisation au sein du secrétariat général pour les affaires régionales Hauts-de-France. Certaines femmes peuvent ressentir parfois le besoin de travailler plus pour être légitimes. Vous êtes-vous déjà trouvée dans cette situation ? Je me trouve tout le temps dans cette situation. C'est-à-dire que je crois que c'est mon mode de fonctionnement. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme. Alors moi, je me mettais plutôt parce que je suis Fabienne de Cotigny et qu'elle raisonne comme ça. Maintenant, si vous me dites que c'est un raisonnement purement féminin, peut-être, je ne sais pas, mais je l'avais pas interprété comme tel. Mais oui, généralement, c'est mon mode de fonctionnement. Vous avez évoqué votre travail qui vous a fait progresser. Selon vous, faut-il travailler dur pour réussir ? Selon moi, oui. Et je crois et j'espère
Oui, et j'espère. Parce que, alors, dur, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, attention. Moi, quand je dis travailler dur, ça veut dire être engagé, être motivé, faire les choses à fond. Dur, ça veut pas dire dans des conditions difficiles. On est bien d'accord, hein, travailler dur. Ce que je veux dire, c'est que, pour moi, c'est bien de progresser par votre travail, parce que voilà, et pas parce que vous plaisez à telle personne ou parce que vous avez tel réseau. Non, il faut travailler parce que pour ce que vous contribuez, nous sommes fonctionnaires et il faut qu'on contribue à quelque chose. Et c'est ça, cette valeur ajoutée que vous apportez, qui doit faire que on considère que vous pouvez progresser. Donc c'est le dur, je l'interprète comme ça, pas en conditions difficiles, mais voilà. En tant que femme, comment développe-t-on son leadership ? Ça, vous savez, comme vous, je suis des formations, vous savez, pour les hauts fonctionnaires et tout ça. Et j'ai toujours pas compris s'il y avait un leadership de femme ou un leadership de masculin, enfin, pour les hommes. Je suis pas persuadée qu'il y ait, qu'il y ait vraiment une spécificité. En fait, j'ai pas tellement envie, moi, d'en trouver une spécificité féminine ou masculine. Je crois qu'on a besoin on a tous besoin d'être de bons leaders. Donc le leadership, je crois pas que ça se décrète aussi. Hein. Vous pouvez le travailler, vous pouvez essayer d'être dans un meilleur relationnel, vous pouvez essayer d'être dans la motivation. Le leadership, c'est difficile, hein. Il y a les gens, enfin, il y a les merveilleux orateurs. Là, vous vous dites, il a du charisme. C'est pas du leadership. C'est assez compliqué déjà à définir. Et alors, je suis peut-être un peu théorique en disant ça, mais moi j'aimerais qu'il y ait du leadership et pas leadership féminin et leadership masculin, parce que je rentre pas moi trop dans ça, féminin, masculin. Ça remonte peut-être on a parlé de mon enfance. Moi, il y avait la famille et il y avait pas, je crois qu'il faut qu'on aboutisse et que c'est un beau combat pour les femmes de parler de leadership. Une femme, elle a du leadership, un homme a du leadership, et puis il l'exerce différemment parce qu'une femme et un homme, c'est différent. Mais l'important, c'est d'en avoir ou de l'acquérir si on l'a pas, mais pas de le construire différemment. Peut-être que certaines personnes, face à des difficultés, sont obligées, elles, de le construire différemment, et ça, je peux l'entendre, mais j'espère qu'on arrivera dans un système où il y a pas de besoin de genrer cette notion. Vous qui avez un parcours riche d'expériences professionnelles variées au sein de différentes structures, pouvez-vous nous dire quelle est votre conception du travail en équipe ? Alors, le travail en équipe, c'est déjà créer une relation avec l'équipe. C'est-à-dire que souvent, c'est pas se positionner en donneur d'ordre. C'est pas ça le travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est comprendre les difficultés des membres de votre équipe, c'est savoir leur apporter des réponses, c'est avoir des objectifs, avoir du sens et aller tous dans le même sens. Travail d'équipe, c'est vraiment ça. Je crois que ce qui est important pour un travail d'équipe, c'est de savoir où on veut aller, d'avoir l'objectif, d'avoir le sens, et ensuite de comprendre les difficultés que rencontrent les autres et d'en discuter. Que ce relationnel soit bon. Le travail d'équipe, c'est vraiment ça, et c'est capital parce qu'on a des métiers, notamment dans le corps préfectoral, extrêmement solitaires. Et si vous n'avez pas ces moments de travail d'équipe, parce que ça n'est que des moments, c'est pas comme quand vous êtes chef de bureau en centrale où vous avez vos équipes, vos 15 personnes, vous les voyez tous les jours, vous créez c'est pas du tout ça quand vous êtes membre du corps préfectoral. C'est des moments d'équipe, mais c'est capital parce que sinon vous êtes trop isolé, vous vous enfermez sur vous-même et vous voyez plus la réalité à travers les autres. C'est la confrontation de point de vue aussi, le travail d'équipe. Et c'est cette capacité à avoir en face de vous quelqu'un qui vous dit mais non, tu te trompes, et vous avoir la capacité à accepter cette remarque et à progresser sur cette remarque. Le travail d'équipe, pour moi, c'est ça, c'est capital. En quelques mots, quelles sont les clés d'une carrière réussie ? Les clés, c'est d'abord de faire ce qu'on a envie.
Je crois que vraiment l'envie qui porte quand l'envie porte quelqu'un, cette personne réussit mieux. Il faut suivre vos envies. Il faut pas avoir un plan de carrière préétabli. Faut savoir saisir les opportunités. Je dis pas qu'il faut pas avoir des grandes lignes, bien évidemment. Je vous disais, moi, je me suis dit santé intérieure. Je voyais bien les 2 temps que j'avais envie de faire. Mais voilà, se dire à tel moment là, J+5 je dois être là, J+10 je dois être là. Si je suis pas à 10 là, j'ai loupé ma vie. Vraiment, je suis nulle. Non, pas ça. Saisissez les opportunités, ayez envie et je crois et surtout bougez. Je crois qu'il faut se dire qu'il faut bouger. Alors bouger, c'est pas forcément géographique, hein. Attention. Moi, j'adore parce que j'aime bien aller bouger, mais c'est bouger, voyez d'autres choses. Vous êtes budgétaire, mais c'est très bien le budget. Moi, j'ai adoré faire du budget, mais allez faire de l'ARH. L'ARH, c'est très bien et vous allez voir, c'est passionnant. Moi, j'ai adoré faire de l'ARH. Faites de la politique publique et bougez. Alors certes, maintenant on est dans les filières, dans les métiers, mais c'est important. Bouger, rester curieux. Et ça, je crois que ça fait des beaux parcours parce que c'est pas du tout papillonner, c'est enrichir et vous avez plus de valeur pour l'État qui est notre employeur et vous prenez de la valeur parce que quand il vous parle budget alors que vous êtes RH, vous comprenez quand on vous parle les contraintes du titre 2 vous comprenez parce que même si vous faites de la RH, vous savez que le budget ça se présente devant le Parlement, ça se vote, qu'il y a Bercy qui donne ou pas les mesures nouvelles. Vous comprenez mieux les ETP que vous pouvez faire, les ETP que vous pouvez pas faire. Tout est dans tout. Quand vous portez une politique publique, mais que derrière, vous savez qu'il y a des personnes qui le font et qu'il y a des crédits pour les faire, vous avez une valeur ajoutée encore plus. Donc c'est ça. Faut bouger, faut être curieux et il faut faire ce qu'on a envie de faire. Madame de Cotigny, je suis Séverine Flao, directrice de greffe adjointe au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Je souhaiterais enfin aborder avec vous la question de la transmission. Vous nous avez confié avoir bénéficié d'opportunités pour construire votre carrière. Est-ce que, à votre tour, vous avez la possibilité d'offrir des opportunités? Alors, maintenant, ça m'arrive, effectivement. Alors, c'est assez récent, j'allais vous dire. Ça fait 2-3 postes où je peux aller chercher d'anciens collaborateurs en leur disant, toi, j'ai identifié que tu avais telle compétence, je te propose tel poste. Et ce qu'on m'a fait, ce qu'on m'a bénéficié, oui, maintenant je peux le faire parce que quand vous êtes quand vous avez des équipes plus nombreuses, vous avez un panel plus large et puis quand vous avez la capacité à décider, vous pouvez proposer. Donc oui, maintenant ça m'arrive. Quels conseils donneriez-vous aux femmes qui souhaitent exercer des fonctions à haute responsabilité? D'abord de ne pas se limiter. Ne pas se dire je suis une femme donc je peux pas. Se dire est-ce que j'en ai envie et est-ce que moi je me ressens la capacité de le faire. En fait, je leur donnerais comme conseil, posez-vous la question de vous et pas de je suis une femme et j'ai envie d'avoir une fonction à haute responsabilité. Est-ce que moi, Aurélie, Natacha, j'en sais rien, Régine, Monique, j'ai envie d'occuper un poste à forte responsabilité. Et ensuite, une fois qu'elles se sont dit oui, de se dire ok, j'y vais. Et c'est pas parce que je suis une femme que je dois me dire que c'est pas fait pour moi. Et je crois que ça c'est important. Et ensuite, c'est bien évidemment de se poser les questions de la temporalité, parce que la vraie différence entre un homme et une femme aujourd'hui, même s'il y a le congé paternité qui a été allongé, c'est la maternité quand même. Et donc, se dire, je peux concilier les deux. Je peux concilier le fait d'être une maman et d'avoir des fonctions à haute responsabilité, parce que alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui peut le traduire. J'ai eu la chance d'être décorée de l'Ordre national du mérite dans l'Oise, par le préfet de l'Oise. Et c'est mon petit garçon, qui avait alors 6 ans, qui était le porte-coussin. Vous savez, le porte-coussin, c'est celui qui porte. Et là, parce que vous vous posez plein de questions quand vous êtes maman, parce que la nuit, vous allez sur un incendie et vous n'êtes pas là et qu'ils dorment dans leur chambre tout seuls. Vous vous posez toutes ces questions. Vous vous dites, mais est-ce que je suis une mauvaise mère ?
est-ce que je suis une mauvaise épouse ou un mauvais mari, peu importe. Mais vous posez ces questions. Et là, quand je l'ai vu avec son petit costume, vous imaginez, il avait mis la cravate et tout, hein, c'était très mignon. Il a été porte-coussin. Et ben c'est une photo que j'ai dans mon bureau et que je crois que j'aurai tout le temps parce que je me suis dit il était fier et il en a retiré quelque chose et même si aujourd'hui quand vous lui en parlez, aujourd'hui il a 14 ans, ça lui paraît loin et tout ça, je sais que voilà, ça l'a marqué, ça lui a donné un sens. Et donc oui, il y a des moments où il a moins vu sa maman parce qu'elle était sur une visite officielle ou sur un dossier. Mais il y a ces moments-là où je me dis, il faut pas se priver. C'est pas parce que je suis une femme que je lui fais endurer quelque chose de vraiment mal. Voilà. C'était un petit symbole, mais vous voyez, c'est vraiment le moment où je me suis dit, voilà, j'ai raison parce que il est là, il est épanoui, il fait une belle scolarité. Je suis très fière de lui. J'ai pas à rougir de ce que j'ai fait, vous voyez. Et parce qu'ils m'ont accompagnée et c'est quelque chose d'important. Donc je crois qu'il faut vraiment faut oser y aller. Tout comme Elisabeth Borne, qui a dédié sa nomination au poste de première ministre à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves », avez-vous un message à transmettre aux petites filles ? Je crois qu'elle a très très bien parlé. C'est pas parce que c'est ma première ministre, hein, mais je crois que c'est un peu ce qu'on se dit depuis maintenant que nous discutons ensemble. C'est quand je vous ai dit suivre ses envies, c'est et oser en fait, c'est avoir de l'audace et pas se mettre de limites. Et il faut aussi, je crois que en tant que petite fille, il faut oser en parler. C'est-à-dire quand on vous offre une poupée et que vous avez envie d'un camion poubelle ou d'un tracteur, il faut que les petites filles, elles osent dire « mais moi j'ai envie de faire autre chose ». Quand on vous inscrit à la danse et que vous avez envie d'aller dans le club de foot comme votre grand frère, il faut qu'elles osent le dire. Alors c'est très difficile pour des petites filles, attention, mais je crois que il y a aller au bout des rêves, mais c'est surtout oser les exprimer. Parce que si ça reste que des rêves dans nos têtes, à nous les femmes, c'est difficile de le mettre en œuvre. Un rêve, c'est vraiment personnel et vous allez compter que sur vous. Faut oser s'ouvrir aux autres et dire moi j'ai envie de ça, moi je veux ça et j'ai le droit à ça, voyez, parce que j'ai 15 ans et j'ai envie d'aller travailler dans l'armée à tel poste. Et oui, d'accord. Une femme, une adolescente aujourd'hui, elle peut avoir envie elle doit pas avoir honte de le dire. Donc c'est bien d'avoir des rêves. Il faut aussi les exprimer, les partager, parce que peut-être qu'aujourd'hui, si la société elle portait plus le fait que les rêves des petites filles, les rêves des petits garçons, c'est des rêves et c'est les rêves d'un individu en construction, ça irait déjà beaucoup mieux. Donc peut-être que les femmes doivent s'ouvrir et oser dire ce qu'elles veulent, pas seulement dans leur tête, voyez, pas seulement à leur conjoint, mais d'une façon globale, oser le dire. Je crois que ça peut être le deuxième conseil, mais ça vient en complément de ce qu'a dit Madame la Première ministre. Quels sont vos projets professionnels dans 1, 5 et 10 ans ? 1, 5 et 10 ans. Alors, 1, être toujours là parmi vous, ne pas avoir fait d'erreurs qui pourraient conduire le pouvoir qui me nomme à juger que je n'ai plus ma place ici. Donc 1, c'est d'être ici, de contribuer, comme je vous l'ai dit, à ce que mon action soit utile. Donc ça, c'est 1 an. 5 et 10, alors là, je ne sais pas. Voilà, je vais être très très honnête. Secrétaire général de la préfecture du Nord, c'est un très beau poste. Quand vous arrivez là, vous vous dites, on verra ce qu'on me proposera ensuite. C'est comme ça. Enfin, si je réussis bien, on me proposera un autre poste et l'opportunité, je la saisirai. Voilà, je n'ai pas. Après 10 ans, ça va me mener. Oui, effectivement, je sais pas, je me projette pas. Je me projette au ministère de l'Intérieur. Je me projette sur des fonctions qui ont trait avec ce que je fais aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça que je me projette. Si c'est sous-préfète, c'est très bien. Si c'est préfète, c'est encore mieux. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui pour moi
Encore une fois, je saisirai les opportunités qu'on voudra bien me donner. Mais mon sujet, il est sur les 1 an. Vous voyez, mon défi, il est sur les 1 an aujourd'hui. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans la fonction publique ? La fonction publique en tuyau d'orgue, la fonction publique qui ne sait pas discuter, enfin les fonctionnaires qui ne savent pas discuter entre eux, les précarés, ça c'est ma fiche de poste, c'est pas la tienne, ça c'est mon dossier, donc c'est mon interlocuteur, donc tu ne t'en occupes pas. Je voudrais vraiment qu'on arrive à mettre de la transversalité. Alors bien sûr, l'administration progresse, il y a la gestion de projet. Mais ça reste encore un peu trop artificiel, c'est-à-dire on prend des grands projets thématiques, on met un chef de projet et il essaye de fédérer les puissances. Moi, c'est vraiment ce côté que je trouve trop sclérosant, c'est-à-dire le côté de l'administration qui est sur son précaré. Ça, c'est mon premier coup de baguette magique. Le deuxième, ce serait aussi de se dire pas l'administration administrante, c'est-à-dire on crée des règles supplémentaires à la règle, c'est-à-dire qu'il y a la règle, il y a la loi, il y a le décret, enfin je vous refais pas un cours, et puis on se met des process, on se met des procédures de validation, de revalidation, de vérification, et au final on a perdu le sens de pourquoi la loi avait été faite, pourquoi on travaille, c'est pour l'usager et voilà. Donc moi c'est vraiment ça, le côté transversalité et le côté administration administrante qui sont des choses simplification. Moi j'aimerais quelque chose de beaucoup plus simple. Alors vous allez me dire il y a toutes les normes, je sais très bien que l'administration répond, enfin on est le réceptacle des normes qu'on nous demande de mettre en œuvre. Mais justement comme elles sont très complexes, comme il y en a beaucoup à tous les niveaux, charge à nous de les simplifier et de les rendre intelligibles et compréhensible par nos concitoyens. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et pour ça, il faut arrêter cette logique de c'est ma fiche de poste, c'est pas ma fiche de poste. C'est insupportable, ça. Que retenez-vous de cet échange ? Eh bien, écoutez, moi, vous m'avez surtout posé des questions. Donc, voilà, j'en retiens quand même, et je le ressens qu'il peut y avoir une préoccupation sur le fait d'être une femme en responsabilité et que même si je vous ai un peu des fois répondu non, je veux pas cette notion de femme en responsabilité, je veux un individu en responsabilité, j'ai bien conscience que c'est pas la même chose quand on est une femme et où on se pose toutes les questions que se posent les femmes et que les hommes se posent peut-être pas ou pas de la même façon. Et donc j'ai bien conscience que vos questions c'était toujours c'est comment moi femme je peux dérouler mon parcours, comment moi femme je peux oser en fait dérouler mon parcours. Et ce que j'espère avoir apporté c'est le fait de dire mais le fait que vous posiez des questions que vous doutiez, c'est pas négatif, mais il faut pas le vivre comme des freins, il faut comme un peu une sécurité, une borne de sécurité qui vous dit où aller et où pas aller, mais pas comme des freins, et que il faut avoir l'audace, vraiment, il faut oser, et voilà, je ressens je crois qu'il y a plein d'envies autour de la table, peut-être des fois des difficultés, des situations qui peuvent être complexes. Je me ressens aussi que j'ai beaucoup de chance dans mon parcours, parce que vous m'avez posé des questions sur le sexisme, sur le plafond de verre. Soit je suis totalement naïve, soit je considère que je n'ai pas eu à en souffrir, donc je me considère comme chanceuse aussi. Donc voilà ce que je retire de notre conversation aujourd'hui. Madame de Cotigny, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Donc on a bien noté votre parcours et puis les conseils que vous nous avez donnés. Donc je vais reprendre les moments forts de cet entretien. Donc Madame de Cotigny, ambitieuse depuis toute petite. Donc vous avez dit que vous étiez une petite fille joviale, enthousiaste, curieuse, qui avait envie de découvrir beaucoup de choses, d'apprendre aussi, cette forte volonté d'apprendre. Et en fait, très jeune, une forte envie de servir l'État, parce que vous aimez les dimensions d'égalité et d'équité. Vous avez aussi une forte capacité de travail, et vous avez d'ailleurs mené des études poussées pour avoir justement toutes les chances de réaliser vos rêves professionnels.
Donc aujourd'hui, vous aimez beaucoup votre métier, vous aimez les responsabilités, vous continuez à être curieuse et avoir envie d'apprendre. Vous continuez de gravir les échelons, comme vous nous l'avez précisé, vous avez saisi les opportunités au cours de votre parcours professionnel. Aujourd'hui, vous avez été nommé dans le corps préfectoral et vous en êtes très fiers et vous voulez justement mettre en œuvre des projets avec vos équipes et faire évoluer cette région qui vous tient fort à cœur parce que, étant originaire de la région, vous avez envie vraiment d'apporter à vos concitoyens de nouveaux projets, faire évoluer la région. Vous aimez votre métier qui demande beaucoup d'endurance, beaucoup d'implication et d'énergie physique et mentale. Vous devez faire preuve au quotidien de capacité de négociation, de coordination et vous avez un fort esprit de décision. Vous adaptez sans cesse à la diversité de vos interlocuteurs, qui sont nombreux. Vous nous l'avez précisé également. Et vous avez à cœur que les concitoyens, dans votre rôle qui est de servir l'État, que les concitoyens comprennent le rôle de l'État. Donc ça, c'est vraiment votre volonté, on l'a bien ressenti. Et ensuite, lorsque nous avons abordé plutôt le fait de concilier vie professionnelle, vie personnelle, donc vous êtes maman de 2 enfants, vous avez réussi à évoluer dans vos fonctions tout en gérant votre vie de famille, même si, comme vous nous l'aviez dit, à certains moments de votre carrière, vous avez culpabilisé ou vous vous êtes rendu compte que parfois, ça prenait du temps, on n'évoluait pas aussi vite, mais vous avez réussi à accéder à des fonctions qui vous plaisent énormément aujourd'hui. Et vous êtes dans ces fonctions de coordination, d'animation d'équipe qui vous plaisent énormément. En tout cas, nous vous remercions et on a bien senti cette fierté d'être nordiste et cet enjeu, vous disiez, cette affection pour la région et puis le message aussi qu'on peut retenir, oser et ayez de l'audace. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et merci de vos questions. Merci à vous. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie particulièrement l'Institut régional d'administration de Lille et la préfecture des Hauts-de-France qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux femmes qui participent à ce parcours de formation et dont vous avez pu entendre les questions. Virginie Banco, Déborah Bruland, Elsa Dievar, Séverine Flao, Karima Carcourt, Cécile Lavnizac, Ingrid Pouancy, Cindy Stanek, Anne-Sophie Touzé et Anne Wattel. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance.